à l'origine, c'est professionnel, puisque je suis professeur de mathématiques. Donc Grothendieck est un nom qui existe dans le milieu des mathématiciens ou des professeurs de mathématiques, mais c'est pas de cette manière-là. C'est mon collègue documentaliste qui nous passe régulièrement des copies d'articles qui peuvent nous intéresser. Et là, il nous a fait passer une copie du dossier de la recherche consacré à Grothendieck, qui était encore vivant et dont on ne savait toujours pas où il était, puisqu'il était en exil depuis des années. Et en lisant cet article, ce dossier, il y a quelque chose qui a tout de suite accroché. Ce n'est pas mon premier projet d'écriture, hein, j'en ai déjà eu d'autres, donc l'idée comme ça d'être toujours un petit peu à l'affût d'un sujet sur lequel que je pourrais intégrer ou sur lequel je pourrais écrire était là. Mais en lisant l'histoire de Grothendieck, il y a eu tout de suite une évidence que j'allais l'écrire. Alors c'est vrai qu'il y a le personnage, sa vie chaotique, son histoire qui rencontre l'histoire, ses performances mathématiques, c'est le fait qu'il soit un génie absolu du XXe siècle, le fait qu'il soit très peu connu, le fait qu'il se soit brouillé avec tout le monde, le fait donc qu'il soit son arrogance et tous ces qualificatifs. Mais ça n'est pas ça après coup, en réfléchissant, après l'écriture, qui a fait que j'ai accroché de cette manière-là, d'une manière très immédiate. C'est parce qu'en fait, sur un certain nombre de plans, l'histoire de Grothendieck rencontrait la mienne. Pas du tout en termes de compétences mathématiques, ni en termes d'histoire, mais ce qui s'est révélé être, pour moi qui parlait beaucoup, c'est ce que Richard Hogarth appelle à nommer les déclassés par le haut. Vous savez, le fait de vivre dans un milieu qui socialement est supérieur à celui dont on vient. Et dont Richard Hogarth a beaucoup écrit là-dessus, et lui-même étant un déclassé par le haut, moi aussi, puisque j'ai fait des études bien supérieures à celles de mes parents. Cette sensation qu'on a de ne plus être nulle part. C'est-à-dire qu'on vit dans un milieu, comme dit Hogarth, je vis avec vous, mais je ne suis pas des vôtres. Et le milieu dont on vient, on peut dire, je ne vis plus avec vous, mais je suis toujours des vôtres. Donc on est entre deux. Et cette sensation, ce sentiment que j'ai, je l'ai retrouvé chez Grothendieck. Et la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup parlé, c'est l'abandon. Grothendieck a été abandonné. Il a été abandonné par ses parents. Son père l'a abandonné, sa mère l'a abandonné. Et c'est aussi quelque chose qui résonnait énormément dans mon histoire. Donc, ça, ce sont les raisons très personnelles. Puis après, il y a l'aspect Grothendieck tel qu'on le connaît un peu plus, qui en soi méritait qu'on s'y arrête. Puisque Grothendieck est né en 1928 et qu'il a vécu la guerre dans les camps, donc cette période-là qui, à mon sens, conditionnait l'histoire européenne, et qui a fait beaucoup aussi dans mon histoire personnelle, puisque mon grand-père est mort à Mauthausen en 1945, à l'âge de 23 ans. Donc oui, il était résistant, il était communiste, donc il y a eu aussi, toute proportion gardée, quelque chose qui résonnait. Et effectivement, Grothendieck a quelque chose de très spécifique, de naître là où il est né, à l'époque où il est né, puis de traverser l'histoire française, et aussi de traverser l'histoire des idées françaises, puisque sa rencontre avec le groupe Bourbaki, l'influence du groupe Bourbaki sur le structuralisme, le fait d'accentuer la recherche sur les structures, le fond plutôt que la forme, qui, me semble-t-il, est aussi une question que j'ouvre dans le roman, mais sur lequel je ne m'attarde pas, qui est celle de remplacer la politique par l'administration des choses, telle qu'aurait pu le définir Marx. Hein. Donc, c'est plus les hommes qui dirigent, mais c'est des gestionnaires. Hein. Et cette influence-là, le structuralisme de Bourbaki le permet. Ensuite, les maths modernes, qu'on a un certain nombre à avoir connus, et aussi le parti pris de l'honnêteté des mathématiques qu'étaient les maths modernes. On a beaucoup décrié les maths modernes. Me semble-t-il qu'il y avait quand même ce parti pris de dire ce dont on va parler, on va le définir d'abord. Donc ça, c'est une démarche qui a été... Donc Grothendieck était aussi dans ce mouvement-là.
Et donc son passage chez Bourbaki, le fait aussi, la création de l'IHES, c'est-à-dire l'Institut des hautes études scientifiques, qui est une création ex nihilo autour de Grothendieck, à l'image de l'IAS de Princeton pour Albert Einstein, c'est-à-dire on donne tous les moyens à un chercheur, le meilleur en l'occurrence, pour qu'il fasse la seule chose qu'il sache faire et ce qu'il fait le mieux, chercher. Aucune autre obligation, et avec quand même des arrière-pensées de rencontres entre l'industrie et la recherche pure, histoire de voir est-ce qu'il pourrait y avoir des applications. Donc c'est-à-dire l'importation d'un modèle d'origine américaine en France. Alors on parle assez peu de Grothendieck, mais en fait il a autour de lui énormément de gens qui parlent de lui. C'est-à-dire qu'il y a sur internet un site qui s'appelle le Grothendieck Circle et qui est animé par quelques mathématiciens. Leila Schneps, qui est une mathématicienne qui enseigne à Paris 6, et Winfried Charlot, qui sont les deux personnes avec lesquelles j'ai énormément travaillé, enfin dont j'ai beaucoup utilisé les travaux, et qui sont les biographes officieux de Grothendieck. Ensuite, il y a Grothendieck lui-même, qui était graphomane, on peut le dire, puisqu'il a laissé, on a parlé là récemment dans Libération, des 40 000 pages de manuscrits qu'il laisse après sa mort. Il a énormément écrit, et notamment ce pavé de 1000 pages qui s'appelle Récolte et semailles, qui se trouve en libre accès sur Internet un peu partout, que j'ai lu, et qui est extrêmement difficile à lire, parce que c'est réellement une pensée qui cherche dans l'écriture et au moment de l'écriture. Donc c'est des notes qui renvoient à des notes, qui renvoient à des notes. Le sommaire fait 30 pages, l'introduction fait 100. Enfin, vous voyez, donc j'ai travaillé avec que des documents. Je n'ai pas tenu à travailler avec des témoignages. Je n'ai pas voulu rencontrer soit les enfants de Grothendieck, qui sont encore vivants, soit les gardiens de la mémoire de Grothendieck. J'ai voulu travailler sur documents, et je pense qu'en travaillant sur documents, ça m'a permis, justement, c'est pas une biographie, c'est pas un roman, c'est une biographie romancée, ce qui fait l'intérêt, je crois, et ce qui fait que c'est chez Alia, parce que c'est un texte un peu hybride. Cette partie biographie romancée dans laquelle, effectivement, je mets un certain nombre de choses qui me concernent. Effectivement, je rebondis sur Echnoz, courir, oui, ça a été une découverte en termes d'écriture, en termes de roman. Et je pensais, tout à l'heure, on parlait du réel qui est parfois plus romanesque que le roman. Je pense, moi, à Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, qui a été quelque chose d'absolument une révélation dans le travail de l'écriture, parce que c'est une écriture très droite, très sèche. Il n'y a tellement pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'elle vit, que le peu qu'elle rajoute suffit à créer toute la beauté, et en même temps, ça n'est que le réel. Donc oui, je pense à des gens comme Annie Ernaux, Echnoz. Et effectivement, ce travail-là, qui est sur une forme de biographie, une forme de roman, une forme d'écriture du réel et une forme d'écriture assez factuelle.